Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Agora. Aujourd'hui, nous parlons de jeux vidéo avec mes acolytes qui ont déjà participé à un épisode sur le rap. Walid, Thomas, Willan et Bastien. Comment ça va les gars ? Ça va, tranquille et toi ? Nickel, super. Alors aujourd'hui, un super sujet, les jeux vidéo, vu que ça vous inspire, moi aussi. Alors on aborde tout de suite avec une première question. Ça a été quoi votre première console ? Et ou alors quelles sont les consoles qui vous ont marqué Vas-y Willan. Je vais prendre la parole tout de suite. Moi c'est assez simple. Chez mes cousins, la GameCube. C'est la première console à laquelle j'ai eu le droit de toucher. Après ce qui m'a le plus marqué derrière, c'est plutôt ce que j'ai eu derrière, dont j'ai des souvenirs, la PS2 notamment. Après avec les jeux de simulation de foot. Après PES notamment. Mais il y a eu aussi... la DS, la PSP, voilà, c'est les premières consoles qui m'ont marqué. Avant les dernières, PS3, PS4, etc. Alors moi, la première console que j'ai eue, c'est la GameCube, quand j'avais 4 ans. Donc j'ai commencé dessus avec Need for Speed Underground. Donc c'est une console qui m'a beaucoup marqué. J'ai passé beaucoup de temps à jouer avec chez ma grand-mère. Ouais, j'ai passé beaucoup de temps, voilà. Et puis après, j'ai eu d'autres consoles comme la PS3, la PSP, la Wii, et ainsi de suite avec la PS4. Alors moi, la console, la toute première que j'ai eue, c'était la GameCube aussi. Et je me souviens, c'était avec un jeu Harry Potter. Mais j'ai le souvenir qu'il y avait un niveau, j'arrivais pas à le passer et du coup, j'ai pissé sur la GameCube. Et du coup, j'ai pas eu le loisir d'en profiter beaucoup. Du coup, on va dire que c'était ma première, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens que je jouais à Harry Potter, je sais plus comment il s'appelait exactement. Après... Première vraie console que j'ai eue, c'était la PS2 et j'ai eu la PSP en même temps, je sais même plus dans quel ordre. Et les jeux qui m'ont marqué sur PS2, il y avait Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, il y avait le 2, un peu plus tard il y avait le 3. Il y avait aussi GTA San Andreas, mais j'y jouais pas chez moi celui-là, j'ai joué chez un cousin qui avait aussi la PS2, parce que j'avais pas le droit de l'avoir. Sinon sur PSP, j'ai le souvenir que j'avais, mon tout premier jeu c'était Wipeout, un jeu de vaisseau, Wipeout pur. PSP, mon tout premier jeu. Je l'avais sur PS2 et PSP, c'était PES 6. Très bon PES d'ailleurs, j'ai très bons souvenirs. Moi du coup pour ma part c'était la PS1 de mon grand-père, c'est surtout sur cette console là que j'ai commencé. Comment ? Elles sont en édition limitée. Ah ouais ? Ouais bah ok, bah mon grand-père était fort là. et du coup j'ai commencé ces jeux-là, il y avait un Spider-Man à l'époque, sur tout premier Spider-Man, un peu merdique à cette époque-là, qui était là-dessus. Et j'ai pas mal joué à celui-là en tout premier jeu. Ok, moi j'avais commencé sur Game Boy Color et Nintendo DS avec des Pokémon, ce genre de choses. Et j'avais vraiment bien adhéré à tous les jeux. Du coup, j'avais acheté après les séries, les nouveaux jeux qui sortaient sur Nintendo DS et tout ça. Et les Pokémon sur Game Boy Color, je me rappelle avoir passé beaucoup de temps, version jaune, version rouge, ce genre de choses. Sinon, après, j'avais pas de console vraiment à la maison. J'ai jamais eu les PlayStation, les Xbox ou quoi que ce soit. Mais après, ça m'a jamais trop attiré comme monde. Et voilà, après, je commençais à jouer un peu plus sur PC. Du coup, une grande question qui revient, c'est plutôt PC ou plutôt console ? Moi, je suis plutôt de la team PC, parce que je pense qu'on peut faire plus de choses avec un PC qu'une console. On a plus de liberté sur les composants qu'on choisit. Au final, la qualité est quand même vachement meilleure. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un sujet assez qui mène à débat, quoi. Je vais commencer. C'est vrai que c'est un sacré débat. On le voit tous les jours. Après, personnellement, j'ai toujours pris console parce que j'ai toujours eu l'impression que je me posais vraiment sur un jeu avec la manette. Un peu moins, j'avais un peu moins cette sensation sur le PC, pardon. Après, ça concerne que moi, évidemment, ce ressenti. Mais voilà, c'est pour ça. Après, maintenant, avec le multiplateforme... Crossplay et tout. C'est exactement, on peut jouer à pratiquement tous les jeux. Enfin, pas tous, évidemment, mais... de très nombreux avec différentes plateformes, que ce soit console, enfin que j'ai une PS, une Xbox ou un PC, je peux jouer avec n'importe qui d'autre et c'est sympa ça. Moi, personnellement, je pense que j'ai toujours été console, hein. Enfin, c'est le cas. Pour moi, j'ai toujours préféré console parce que déjà c'était moins cher. Tout simplement, on pouvait faire tourner les mêmes jeux. Bon, les graphismes étaient un peu moins bons sur console. Par exemple, je pense à la PS3 ou la PS4. C'était plus simple parce que souvent tous tes potes ils ont une console, moi je voulais jouer avec mes amis et du coup vu que c'était le moins cher et que tout le monde avait une PS4, moi j'étais sur PS4 ou sur PS3 par exemple.
On jouait tous ensemble, en ligne et tout, pour Call of, Battlefield, FIFA, NBA 2K, tout ça. Ce que j'aime bien aussi chez la console, c'est que c'est plus facile à installer. T'as un cordon d'alimentation, un câble HDMI, ça va vite. Il suffit d'avoir une télé. Le PC, il faut plein de choses, il faut des logiciels, il faut des fois. Enfin, c'est pas si compliqué, mais c'est un peu chiant. C'est peut-être pour ça que je préfère la console. Après, là, je pense que je suis à un stade où je vais peut-être passer sur PC parce que en fait, je me rends compte que c'est peut-être plus rentable, même si c'est un peu plus cher qu'une console, voire plus, hein, 2 fois plus au moins. Ouais, l'achat, mais après, du coup. Pour les jeux, c'est moins cher avec Steam. Si tu veux améliorer ton PC, t'as juste à changer quelques composants, enfin, ou surtout la carte graphique ou la RAM. Il y a plus de jeux aussi sur PC, tout simplement. Il n'y a pas que avec le PC, on peut faire plusieurs choses. Enfin, en tout cas, la console, ça commence à être dépassé et en plus, je ressens même pas l'utilité d'avoir par exemple la PS5. Je crois que je vais vraiment passer sur PC et je vais brancher une manette. En tout cas, j'expliquerai peut-être pourquoi après quand on enchaînera sur les autres idées. Du coup, moi pour ma part, j'ai jamais vraiment joué sur les PC. J'ai essayé, mais du coup, je pense que je suis très mal placé pour en parler. Donc du coup, je parlerai. Enfin, moi, c'est surtout la console, quoi, parce que c'est le truc que tu joues depuis que t'es tout petit, parce que c'est, on va dire, c'est le truc le plus facile. J'ai envie de dire, t'as la manette, c'est hyper instinctif. Comment sont placés les boutons, les joysticks, tout ça. Et du coup, tu t'habitues à jouer avec ça, puis à la fin, ça devient la norme, quoi. T'es beaucoup plus à l'aise sur console. Mais bien sûr que sur n'importe quel avantage technique, on le doit au PC plus qu'à la console, bien sûr. Ouais, parce que du coup, sur les PC, on a quand même une évolution graphique. Enfin, l'évolution graphique a été faite à partir des PC et aujourd'hui, on a quand même les meilleurs graphismes sur PC et pas sur console. Donc on a des jeux de plus en plus poussés au niveau graphique, c'est de plus en plus réel, ça donne de plus en plus envie d'y jouer, vu que vraiment on arrive à simuler la réalité de manière assez importante. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte cette évolution graphique, d'après vous? Pour moi, l'évolution graphique m'a énormément choqué, je dirais, depuis les années 2010. Et on voit des jeux... Pour moi, il y a des jeux qui m'ont choqué quand j'étais au collège, par exemple l'arrivée de Battlefield 3. Moi, j'étais choqué par les graphismes, l'immersion, la bande sonore, tout ça, c'était impressionnant. Et là, je pense qu'on arrive à un stade où si on arrive toujours à développer des composants de plus en plus performants, ça peut vraiment énormément ressembler à la réalité. Et le risque, pour moi, c'est qu'un enfant, je dirais, on va dire moins de 15 ans, il peut confondre la réalité. La réalité, parce que les PNJ, surtout l'IA par exemple, qui commence à être énormément développé. D'ailleurs, GTA 6, apparemment, on va déposer un brevet sur l'IA parce qu'il va être extrêmement performant. Et donc, c'est le risque que ça ressemble trop à la réalité et qu'on fasse plus la différence et qu'en fait, le jeu vidéo, on nous impose une norme alors que c'est pas la norme. Par exemple, GTA, c'est pas la norme d'être comme ça dans la vie, c'est logique, enfin, tout le monde le sait, hein. Et c'est ce qui me fait peur. Après, je trouve que pour le plaisir de jouer, l'immersion, quand tu allumes et que tu joues, par exemple, tu débutes une campagne, t'es époustouflé, bien sûr que ça c'est bien, mais il y a quand même des mauvais côtés. Ça doit rester un jeu vidéo, il faut toujours faire la différence, pour moi. Alors moi, je pense qu'on arrive à un point où, au niveau graphisme, on va stagner. Tout simplement parce que là, on fait des choses beaucoup trop performantes, je trouve. Et je pense que maintenant, là, les développeurs, ils se basent plus sur le fait d'améliorer les performances en termes de FPS plutôt que dans le graphisme. C'est-à-dire qu'entre la PS4 et la PS5, je pense qu'il n'y a pas une énorme différence graphique. C'est juste qu'on peut changer la résolution, on peut jouer en 4K. Mais sinon, je pense qu'il y a une grosse différence au niveau des performances en elles-mêmes de la console. Mais pas niveau graphisme, mais plus niveau processeur, exactement. IA, voilà, fluidité, des choses comme ça. Alors, je suis d'accord avec la fin de ce que tu as dit, mais le départ, quand tu dis qu'on ne pourra pas avancer plus, je pense que si, justement, dans les prochaines années, on va avancer plus. Je pense que on va encore augmenter un petit peu d'un cran. Alors oui, ça va stagner, hein. On va arriver au paroxysme à un moment donné, mais je pense qu'on n'y est pas encore. Je pense qu'il y a encore C'est quoi de que la t'appelles marge le paroxysme du coup? Parce que pour moi, le paroxysme, c'est vraiment comme si la réalité virtuelle, enfin tu vois, on voit vraiment plus la différence entre. Là, pour moi, quand je joue à un jeu vidéo, je vois vraiment la différence entre le jeu et la réalité. Tu vois, même si les graphismes sont beaux, et on est encore vachement loin de ce qui se représente, quoi. C'est ça, justement. Je pense que là, on est encore loin de ce paroxysme. Mais oui, après, une fois qu'on y sera,
Et je pense que ça va pas non plus tarder tant que ça, hein, mais une fois qu'on y sera, on pourra plus avancer au-delà, clairement. Une fois qu'on pourra plus faire la différence entre la réalité et le jeu, on sera à ce paroxysme. Mais comme dit, on n'y est largement pas, c'est clair. Enfin, quand on se pose devant un écran, je pense que pour beaucoup, on sait faire la différence. Alors c'est sûr qu'il y a des jeux ou des consoles qui permettent d'être encore plus ancrés à l'intérieur du jeu, mais bon, on n'est toujours pas sur l'indifférence entre les deux. Sinon, je suis totalement d'accord avec ce que tu disais en termes de FPS et de choses comme ça. On le voit, c'est un exemple clair avec les PC. Dans les derniers jeux, on peut jouer en multiplateforme. Et on se rend compte que les PC sont pas avantagés, on va dire, mais enfin, c'est pas avantagé le mot, mais ils ont beaucoup plus de moyens pour justement avoir des qualités bien meilleures que celles sur console. Je parle par exemple pour des jeux comme Warzone, que c'est en crossplay. Alors par exemple, mais moi je pensais surtout un exemple assez banal, mais Fortnite, qui a fait le buzz pendant pas mal de mois, même si c'est un jeu pas forcément, enfin que tout le monde n'a pas forcément aimé, hein. Mais c'est juste que la différence entre les joueurs PC et les joueurs console est énorme, puisque enfin la différence de FPS, elle est folle. Même J'avais avec un vu des clavier, chiffres, avec, c'était je crois que impressionnant. techniquement avec une Et souris bon, on peut après, être oui, vite. il y a tout le panel technique. Après, bon, ça, on peut l'omettre parce que sur Play, on pourrait jouer en clavier souris aussi, hein, si on le branche. Moi, je parlais surtout en termes de FPS, ça, on n'arrivera jamais Ah, des avec une Play. performances du jeu quoi. Ouais, c'est ça. Alors, avec une Play, on ne pourra jamais arriver à ce que propose en termes de visuel le PC. Après, est-ce que tu as besoin d'avoir énormément d'FPS? Enfin, à partir d'une certaine limite, tu n'as plus besoin d'en avoir Justement, plus. c'est pour ça que C'est je pas la voulais, peine d'avoir 500 FPS. C'est ça. C'est pour ça que je vous parlais de Fortnite. Alors, il y a des jeux comme Warzone, par exemple, où on pourra aller jusqu'à, on va dire, 120 FPS. On sera bien au top. Sur Fortnite, je pense que la différence est vraiment élevée. Même 30 FPS peuvent changer la donne. Parce qu'il y a tellement de choses qui apparaissent d'un coup entre les constructions, les tirs, etc. que justement, peu de choses peuvent faire la différence. Mais c'est pour ça que voilà, je faisais la différence entre les jeux. Et Walid a posé une super question concernant les jeux. Voilà. C'est pour ça que voilà, je parlais pas forcément de Warzone, sur lequel les différences sont pas flagrantes. Un peu moins. Mais est-ce que tu penses on va arriver à un stade, c'était vraiment ma question, pour toi dans combien d'années on ne progressera plus en termes de graphisme, fluidité? IA, je sais que ça peut aller vraiment très loin, mais je parle vraiment, on va dire, que sur le rendu graphique. Voilà, on va rester là. Franchement, je pourrais pas te donner de point de mire. Après, ça devrait arriver, je pense, hein, mais quand je dis ça devrait arriver, c'est un peu comme tout. Ça doit être une grande fourchette. On doit être entre au moins 20 à 30 ans encore d'évolution, je pense. On n'y est pas tout de suite, mais je veux dire, par rapport à ce qu'on a déjà fait, on est proche, quoi. Parce que moi, je vois une accélération quand même impressionnante entre, on va dire, les jeux de la génération PS2 et les jeux de la génération, on va dire, fin PS4, début PS5, Totalement la d'accord. génération qu'on vit. Et je me dis, quand tu te rends compte, moi, des fois, quand en fait, je me rends compte qu'un jeu était bien fait avant et que j'y rejoue, par exemple, là, j'ai eu un moment de nostalgie, j'ai réinstallé Saints Row 3 là, sur PC il y a un mois. Et pour moi, ce jeu, il était incroyable, tu vois. Et quand j'y ai rejoué, en fait, j'étais un peu déçu. Enfin, je me rendais compte qu'en fait, c'était, par rapport à l'époque, c'était un jeu incroyable. Enfin, Saints Row, je crois que c'était 3, c'est sorti en 2011. Et c'était vraiment un jeu qui m'avait plu. Graphiquement et tout, je le trouve impressionnant. Mais là, quand j'y rejoue maintenant, en fait, sans m'en rendre compte, c'est ça le truc, c'est que sans m'en rendre compte, les graphismes ont évolué. Mais sans m'en rendre compte. Et du coup, je me dis, si quelqu'un, il va grandir avec les jeux vidéo, il va pas se rendre compte que les graphismes sont améliorés et pour lui, ça va devenir la réalité. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et en fait, moi, c'est ce que je pense, c'est que plus tard, je sais pas moi, la génération qui jouera aux jeux vidéo, je sais pas, on va dire dans les années 2030, pour eux, les jeux vidéo, ça va être réel. Parce que ce sera tellement bien fait que pour eux, c'est réel. Ce sera logique pour eux. Justement, ouais, Et ça, c'est un truc qui me fait peur, tu vois. avec ce que tu dis, on a évolué d'une manière assez impressionnante. On a déjà fait un chemin. Je pense qu'on a fait 75% du chemin là déjà. Allez, je suis peut-être trop gentil, hein. Que pour le graphisme, en tout J'exagère cas. un peu. Oui, on parle que de graphisme pour Pas l'instant. d'IA, tout ça. Non, on parle vraiment que de graphisme. Je pense qu'on a fait 75% de la marche. Après, je pense qu'il reste quand même 20-30 ans pour que on soit vraiment au paroxysme, au point où on pourra pas faire mieux. On sera dans le jeu, on sera à l'intérieur. On sera plus dans notre chambre, hein. On sera dans l'écran. Ce sera Comme avec le VR, par totalement exemple. différent. Le casque, je veux On dire. va s'approcher de ça, ouais. Je pense on va s'approcher de ça. Après, est-ce que, oui, ça dépend qui trouvera la solution et quand il la trouvera, hein, mais
Mais je pense qu'il y en a encore pour 20-30 ans. Mais oui, ce sera ça à peu près. Parce On qu'en fait, s'approchera de ça. moi je pense ça parce qu'en fait, il y a pas longtemps, j'ai vu un épisode de Black Mirror, je sais pas si vous voyez c'est lequel, avec. Je sais pas si vous regardez Black Mirror ici. Non. Ah bon, il y a un épisode, moi non plus je regarde pas trop, c'est quelqu'un qui m'avait conseillé de regarder cet épisode. En fait, ils ont un œil qui sauvegarde tout, et en fait, quand ils sont tout seuls, ils peuvent repasser des moments qu'ils ont vus avec l'œil. Et ce moment, il montre que c'est la réalité. Et moi je pense que l'épisode, il a voulu critiquer un peu le fait de s'emprisonner dans une réalité qui est pas la réalité en fait, qui existe. Et moi, c'est ça qui me fait peur avec les jeux vidéo. Moi, je vous le jure, les gars, moi, je serais pas choqué. Plus tard, il y a des gens, ils disent j'ai fait ça parce que dans un jeu vidéo, j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas. Faudra vraiment réglementer ça plus tard et faire attention. Moi, je pense qu'il faut que des hautes instances commencent déjà à se préoccuper de ce genre de problème. Parce que ça va devenir un vrai problème pour moi plus tard. Mais après, on peut faire la parallèle avec les films. Par exemple, toi, quand tu étais enfant et que tu as vu des choses se passer dans des films, par exemple, tu savais que c'était fictif. Eh ben non, justement. C'est vraiment, Quand c'est j'étais vraiment petit, des acteurs, de vrai. quand j'étais petit, moi, je croyais à certaines choses. Pourquoi? Parce que le film, c'est comme la réalité, justement. Et le film, c'est des gens humains, tout ça. Ils me ressemblent énormément, tu vois. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, genre, moi, quand t'es petit et que t'es naïf, surtout ça, à cet âge-là, C'est la naïveté. c'est la naïveté, voilà. Et tu crois que c'est vrai? Par exemple, c'est comme, je sais pas, moi, j'ai une petite sœur, elle regarde des films. Elle croit que c'est vrai, mais c'est pas ça la vraie vie, tu vois. Parce que c'est des gens qui lui ressemblent énormément. Et ben moi je pense que les jeux vidéo, on va arriver à un stade où les textures seraient tellement bien faites. Il y aura tellement de pixels que ça va être autant que notre vision humaine, que on peut croire que c'est réalité. Et ça va être comme des films. Sauf que ça va être des films où c'est toi qui décides de ce qui se passe. Parce que dans un film, c'est pas toi qui décides de ce qui se passe. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que dans un jeu vidéo, c'est toi qui décides de ce qui se passe. GTA par exemple, c'est un monde ouvert. Quand tu peux aller au bar, tu peux aller tuer quelqu'un, tu peux renverser quelqu'un, tu peux faire du jet, tu peux faire tout ça. Et c'est ça qui me fait peur. C'est que on va arriver à un stade où le jeu vidéo va trop ressembler. Et ça va être comme dans les films quand un enfant qui regarde des films. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, ça me fait peur. Moi, c'est vraiment ce qui me fait peur plus tard. Après, en soi, normalement, c'est aux parents de. Ah, mais ouais, les parents. On sait que ça va pas être respecté aussi. Oui, c'est les parents, mais tu sais très bien que le contrôle parental. Regarde, moi, je jouais à GTA, j'avais 7 ans. San Andreas, j'avais 7 ans, je crois. Ouais, il est sorti en 2005. Oui, donc j'avais 7 ans. Enfin, je crois qu'il est sorti, je sais pas s'il est sorti en 2006. Oui, Bon, ok. Bon, voilà, il est sorti tôt, tu vois. Et je me dis, écoute, moi quand j'étais petit, pour moi ça ressemblait. Pour moi, j'étais à San Andreas quand j'avais cet âge-là, pour moi, je voyais pas la différence avec la réalité. Alors que les graphismes, ils sont pourris hein, quand tu reviens. Alors imagine un enfant qui joue à des jeux vidéo de maintenant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est. On arrive à la réalité virtuelle. Ça fait peur, hein. On peut. Et pour moi, justement, ce que je veux en venir, c'est que ce serait un moyen de nous manipuler les jeux vidéo plus tard et de faire de la propagande. Moi, j'aimerais d'abord vous poser une question. Est-ce que, au final, la beauté du jeu vidéo, c'est important ou pas? Est-ce qu'on peut quand même ne pas jouer à un jeu vidéo avec des graphismes plutôt moyens? Parce que ça peut être aussi ça, la beauté du jeu. C'est les graphismes un peu pixelisés ou ce genre de choses. On n'est pas obligé d'avoir des super beaux graphismes pour que le jeu soit bien. Parce qu'encore une fois, les graphismes, c'est la forme. Et après, il y a le fond. Et du coup, c'est deux choses qui sont vachement séparées. On peut avoir, enfin pour moi, je suis même sûr, on peut avoir un très bon jeu vidéo avec des graphismes pas terribles ou alors délibérément moches. Je suis totalement d'accord avec toi. Et l'exemple qu'on a dit tout à l'heure, Fortnite, c'est l'exemple type. C'est un jeu qui n'aurait jamais... Enfin, presque ouais, en carton. Hein, C'est un dessin animé le jeu. Ah oui, on est totalement d'accord, c'est un dessin animé. Je pense que si le fond n'était pas intéressant, on n'aurait même pas vu la couleur de ce jeu. Mais finalement, le fond et l'idée a intéressé un bien grand nombre de joueurs. Et ce qui a fait que c'était le jeu le plus utilisé pendant de nombreux mois. Mais comme dit, pourtant, le graphisme, ce qu'il proposait en termes de visuel, c'est pas terrible. Hein. C'est un jeu pour enfants, vraiment, avec des skins, des choses comme ça. C'est vraiment un jeu pour enfants. Et finalement, ça a attiré un bien grand nombre de personnes de différents âges. Ok, et donc parallèlement à l'évolution graphique, on a aussi l'évolution de la DLC ou du free-to-play ou pay-to-win. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Alors déjà, pour moi, genre j'ai pas de stats sur ça, mais pour moi les DLC, on va dire que quand je regarde le monde autour de moi, il y a une explosion impressionnante de gens qui achètent du contenu supplémentaire dans les jeux vidéo. Explique ce que c'est la DLC. En fait, les DLC, c'est juste des contenus téléchargeables payants dans les jeux vidéo
qui sont là, des fois même pas pour forcément aider le joueur à mieux jouer, ça peut être des skins comme dans Fortnite, ou ça peut être du bonus, voilà, du bonus, qui peut aider ou qui peut pas aider, ou ça peut être des maps supplémentaires dans des jeux vidéo, enfin ça peut être plein de choses. DLC c'est contenu L'extension supplémentaire de payant. l'histoire, C'est de des- la campagne, des Voilà, choses comme ça. exactement, extension de campagne comme il dit Bastien. Et en fait, on voit qu'il y a une explosion dans les jeux, des DLC dans les jeux, et surtout, ce qui me choque, ça c'est quelque chose d'impressionnant, c'est une explosion de DLC dans les jeux gratuits, comme Warzone, Fortnite. Mais Fortnite, je pense, c'est le pire. Des skins à 20 € et des gens achètent ça comme ça. Mais moi, je trouve ça impressionnant. Alors que moi, quand j'étais petit, je prenais, je sais pas, moi, je prenais l'édition premium de Battlefield 3. Pour moi, c'était un choix. Je vois des petits de mon âge maintenant. Pour eux, prendre un skin, c'est comme aller acheter une sucette. Enfin, c'est la même chose. Et moi, je trouve ça impressionnant. Et je vois de nombre de petits qui gaspillent. Bon, c'est pas du gaspillage s'ils aiment. Enfin, après, c'est à eux de juger. Mais qui dépensent de l'argent supplémentaire dans les jeux vidéo. Je trouve ça impressionnant. Et pour des skins en plus, Fortnite, tu peux mettre 0 € dans le jeu et être le meilleur joueur du monde. C'est ça que je veux dire en fait. Je suis totalement d'accord avec ça. On s'est rendu compte là avec Fortnite, c'est le meilleur exemple, hein. Le nombre de personnes qui ont fini par mettre plus que ce qu'un jeu coûte, un jeu qui vient de sortir sur console, c'est impressionnant. Moi, je suis plutôt PS, je vais parler pour ça. Un jeu sur PlayStation, quand il sort, il est à 70 €. D'accord. Sur PlayStation, il y a des par mois, je pense qu'il y a la majorité, et bien plus que la majorité des utilisateurs Fortnite de PlayStation, qui doivent être à plus de ce montant-là chaque mois, déboursés pour des skins, pour des choses sur un jeu gratuit finalement, parce que Fortnite est un jeu gratuit. Je pense que les jeux gratuits, ça n'existe plus, puisque je pense que sur tous les utilisateurs, presque tout le monde a déboursé quelque chose, et je pense que c'était aussi la guerre des skins, hein. Des fois, on veut avoir tous le même skin dans l'équipe, on veut avoir une équipe classe, des choses comme ça, hein. Mais ça fait qu'on achète très très rapidement. Et aussi, les achats sont très faciles sur ces jeux. Ils sont de plus en plus, d'ailleurs. Il suffit d'aller juste à côté de la case jouer, on a une case boutique. Voilà, c'est assez simple, hein. C'est un bouton. Donc, à côté de la case jouer, on a une case boutique. Et dans la boutique, c'est un bouton. D'accord. On va sur ce qu'on veut, on clique, c'est acheté, c'est dans le panier, c'est réglé. Et c'est vrai que c'est pour des jeux gratuits, je pense que c'est un peu dommage, mais bon, si ça plaît aux gens, ça plaît aux gens. D'ailleurs, ça a fait beaucoup polémique, hein. Regarde, je crois que c'était l'année dernière, il y a des joueurs FIFA qui ont porté plainte contre FIFA parce que eux dépensaient de l'argent dans FIFA. Exactement. La logique, voilà, je vous laisse réfléchir à ça. Ils sont arrivés à près de 10 000 € déboursés sur FIFA. Donc en gros, c'est des points FIFA, des points qui permettent d'acheter des packs ou faire des drafts pour avoir plus de joueurs et plus de chances d'avoir un joueur entre guillemets gratuitement. Parce que sans débourser de crédits virtuels, de crédits donc FUT qui appartiennent à la console uniquement, au jeu plutôt. Donc 10 000 €, c'est une somme conséquente quand même pour un jeu pour lequel ils ont payé aussi finalement déjà, et les jeux qu'ils ont achetés. C'est vrai que c'est assez ça devient assez impressionnant, mais ça devient tellement facile que c'est pour ça. Acheter, c'est Pour moi, facile. c'est facile. C'est trop facile d'acheter maintenant. C'est toujours au même endroit, c'est toujours bien visible, on le sait tout le temps et on atterrit toujours sur ça. Sur le jeu, dans les menus, on a l'exemple de FIFA, c'est aussi un jeu auquel je joue, et dans les menus, en cliquant juste sur l'un des joysticks, on se retrouve dans la boutique. Du coup, ça va très vite, hein, on se retrouve directement dans la zone d'achat. Voilà, un coup de stick, un coup et une croix et c'est payé quoi. Ça Exactement, va très vite. très vite. Après, il y a des jeux. Bon, là, on a parlé pour des jeux, t'avais pas besoin. Bon, FIFA, si, tu peux payer pour gagner, parce que tu peux avoir des cartes. Bon, bref, je vous passe tout ça. Mais il y a des jeux, par exemple, où moi je pense à NBA 2K, parce que c'est vu que je joue beaucoup au basket et tout. NBA 2K, c'est un jeu, tu fais un mode carrière avec un joueur que tu crées toi-même. Et soit tu le joues en mode tu mets pas d'argent, mais c'est très long de monter le joueur. Mais du coup, pour monter le joueur, c'est dur parce qu'il faut que tu joues contre des gens qui ont eux monté leur joueur. Et du coup, tu gagnes moins de points. Et du coup, c'est un cercle. Et t'arrives pas à monter. À moins que tu sois très très fort. Il y a des gens, ils sont très doués avec des joueurs qui ont une note générale basse. Mais sur 2K, maintenant, je vois plein de gens, ils mettent un pack de VC. Les VC, c'est la monnaie dans le jeu. Ils mettent 20 €. Et ça leur permet de monter le joueur, je sais pas moi, je crois qu'il démarre à 65. Et au moins, tu démarres au moins à 85. Et au moins, hop, tu démarres à 85. T'es pas encore meilleur que tout le monde. Mais au moins, tu peux faire un minimum de trucs sur le terrain.
Par exemple, le mode s'appelle My Park. C'est un mode. Enfin, avant c'était My Park, maintenant c'est mon quartier. C'est un mode où tu joues en ligne et tu joues contre des gens en 3v3 ou 2v2 ou 4v4, etc. Enfin, moi je sais qu'il y a des années où j'ai mis les 20 euros pour monter le joueur et il y a des années je l'ai pas fait et j'ai senti la différence. C'est que pour monter le joueur sans mettre d'argent, c'est long, surtout qu'il faut passer des heures, des heures. Même si on aime le jeu, des fois c'est frustrant parce que on a envie de faire autre chose que de jouer. Et quand on a envie d'avoir le jeu, on veut s'amuser tout de suite. Et quand on dit qu'il faut encore peut-être payer pour au moins avoir la possibilité de t'amuser, ben, je trouve que il y a vraiment. Maintenant, le jeu vidéo, c'est devenu une vraie industrie à part entière. Voilà, on peut s'en rendre compte. Ouais, d'ailleurs, on l'a bien vu, puisque maintenant, on a ce qu'on appelle l'e-sport. Donc, c'est devenu quelque chose de professionnel, enfin, de médiatisé, de très médiatisé. On peut le voir avec, par exemple, des jeux comme League of Legends ou ce genre de choses, où les jeux vidéo sont devenus un sport, entre guillemets, à part entière. Et ça incite les gens à jouer encore, et du coup, à payer aussi, puisque maintenant, comme vous l'avez dit, dans la plupart des jeux, on peut acheter pour s'améliorer plus rapidement. Et du coup, voilà, ça se rapporte toujours à cette question d'argent. Du coup, moi, ce que j'aimerais ajouter là-dessus, il n'y a pas de question particulière, on parle, ok. C'est vrai qu'on peut voir que l'e-sport aujourd'hui, enfin, il y a eu une expansion d'un coup. Moi, perso, je ne l'ai même pas vu arriver. Je m'en suis rendu compte une fois que c'était très, très gros. On voit carrément que maintenant il y a des clubs ou des choses comme ça. Je crois même que le PSG commence à s'investir dans l'e-sport. Je suis pas sûr de ça, mais je crois qu'il commence à s'investir aussi dans l'e-sport. C'est quelque chose qui commence à être vraiment pris au sérieux. Ça m'étonnerait pas que plus tard on commence à voir des matchs de League of Legends ou des trucs comme ça à la télé, par exemple, parce que ça devient quelque chose de très regardé, de très critiqué. Il y a vraiment tout ce que tu peux avoir dans un match de foot. Tout ce que tu peux avoir dans un match de foot, tu peux l'avoir aussi dans un match de League of Legends ou de FIFA ou quoi que ce soit, c'est-à-dire des commentateurs, c'est-à-dire du sponsoring, des clubs, du public. Faut se rendre compte que je crois la finale de League of Legends, je sais plus c'était quelle année, je crois que c'était vers 2016, elle a été faite au Madison Square Garden. C'est pas n'importe quoi le Madison Square Garden, c'est l'un des plus gros stades de tous les États-Unis pour le basket. Donc aujourd'hui, il faut pas voir l'e-sport comme comment je pourrais dire, un loisir sur le côté et tout. C'est vraiment une industrie qui prend énormément de place. Je suis totalement d'accord, c'est un sport, hein. C'est un sport à part entière, c'est une activité à part entière. Moi je suis donc plus FIFA, voilà, je suis foot, donc voilà. Mais moi je le vois, l'e-Ligue 1, c'est la Ligue 1 de football, mais sur FIFA. Et ça passe sur beIN Sport. Ça veut dire que pour l'instant, l'e-Ligue 1 passe sur beIN Sport, la Ligue 1 passe nulle part. C'est impressionnant. Ouais, c'est vrai, c'est un bon constat, ça, tu vois. C'est incroyable. On en est arrivé à quelque chose d'assez bluffant. Pour faire simple, c'est donc tous les clubs de Ligue 1 sont représentés par un joueur FIFA. Et donc, il y a un tournoi qui est fait et donc entre de nombreux utilisateurs FIFA. Mais à part ça, on parlait de l'argent et je trouve que ça va très bien ensemble. Mais sur FIFA, c'est très simple. On a le mode FUT qui est le plus utilisé en général sur FIFA, où il faut créer son équipe. Créer son équipe à partir. Donc en faisant des matchs, on engrange des crédits, donc de l'argent virtuel, pour acheter des cartes. Et donc les plus grandes cartes du jeu, avec des cartes évolutives, non évolutives, etc. Pour faire la meilleure équipe possible, avec un maximum de liens, pour faire les meilleurs matchs possibles et jouer au mieux. Parce qu'il est plus simple de jouer avec des meilleures cartes que des moins bonnes cartes. Voilà. Et donc, pour ce faire, on peut payer avec comme j'ai dit, des points FIFA ou même des crédits directement. Hein. Il y a des moyens qui existent. Mais sinon, on peut le faire sans payer. Ça met plus de temps, mais on peut. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que en ce moment, surtout, FIFA sort pratiquement tous les week-ends de nombreux tournois. Mais ouverts à tout public et gratuits, qui permettent de gagner 20, 50, 100, des fois même 200 euros, hein, des vrais lots. Mais ces tournois, pour les gagner, il faut avoir les meilleures cartes du jeu. C'est pas possible autrement, parce qu'on va jouer forcément contre des joueurs, des utilisateurs un peu plus forts, ou alors tout simplement des joueurs qui ne sont pas plus forts que nous, mais qui ont les meilleures cartes. Donc il faut avoir les meilleures cartes. En ayant la meilleure équipe du jeu, on peut gagner. Donc pour gagner en général, il y en a beaucoup qui mettent de l'argent pour avoir les meilleures cartes et gagner de l'argent dans ces tournois-là. Et finalement, avec ces tournois, ils gardent du public, de 1. Donc ça évite de refaire la même chose chaque week-end. Ça fait un tournoi totalement différent chaque week-end. Et en plus de ça, ils font en sorte que les personnes mettent vraiment tout de suite de l'argent pour tout de suite pouvoir faire les tournois et tout de suite avoir une bonne équipe et prendre du plaisir à jouer, parce qu'on prend plus de plaisir avec une meilleure équipe.
Et c'est le constat qui est fait. C'est devenu du marketing. Hein. On en parlait. Ouais, on parlait de Fortnite. C'est le même principe. C'est du marketing. Hein. Tout est fait pour qu'on joue et qu'on consomme. C'est comme Fortnite, ils font des partenariats avec des rappeurs. Enfin, voilà, genre Travis Scott, tout ça. Tout nouveau, ça n'existait pas. Ça existait avant, pas, des showcases dans une map de jeux vidéo. Ouais, des showcases dans une map de jeux vidéo. Ouais, on voit que l'industrie du jeu vidéo, c'est comme les films. Hein. Regarde, dans Cyberpunk, là, le dernier jeu, tu vois, il y a Keanu Reeves dedans. Plein de jeux, même là, les Call of, il y a des grands acteurs qui sont dans les trailers. Même Far Cry, ce genre de jeu. Enfin, t'as des vrais acteurs, t'as des jeux même où juste tu fais des choix. T'as des vrais acteurs et tout. Et maintenant, les jeux vidéo, pour moi, c'est plus consommé que les films, hein, largement. Hein. Et je pense que je sais pas si ça a été abordé avant, mais je pense que ce qui a beaucoup influencé ça sur les derniers mois, ça a été par exemple le confinement. Le fait que tout le monde soit enfermé chez soi, on voit le succès qu'a eu Warzone pendant le confinement, mais c'est incroyable. Et par exemple, l'idée de faire un showcase, je suis sûr que l'idée de faire un showcase de Travis Scott sur Fortnite est venue de là, parce qu'en fait, d'un côté, t'avais des artistes qui avaient perdu plein d'argent parce qu'ils pouvaient plus faire leur showcase dans la vraie vie, festival et tout. Et de l'autre côté, t'avais une industrie du jeu vidéo où il y avait plein de jeunes qui étaient là toute la journée, mais qu'au bout d'un moment, peut-être qu'ils allaient se faire chier à juste faire des battle royale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, mais putain, on va créer un vrai univers parallèle où ils vont pas faire que des battle royale. Quand tu regardes sur Fortnite, t'as d'autres trucs que ça en fait. T'as comme Minecraft, t'as un mode, comment je pourrais dire, un mode création où tu crées tes maps et tout, et t'as aussi des showcases. Et aussi pour revenir, ce qui est encore plus industriel et je dirais presque immersif, même si je crois c'est pas le thème actuellement, mais c'est un peu en rapport, c'est qu'en fait dans FUT aussi il y a un véritable business d'achat-revente, comme si c'était des actions sur la bourse en fait. Moi je connais des gens qui sont tellement investis dans FUT qui vraiment vont jouer là-dessus, vont essayer de gagner des crédits. Donc les crédits c'est l'argent sur FIFA, en vendant un joueur un peu plus cher qu'ils l'ont acheté, en regardant l'évolution du prix du joueur en fonction du temps et tout. Et en fait ça en devient beaucoup trop immersif, beaucoup trop. C'est de la gestion. Je le vois, je me gère plutôt bien et pourtant des fois j'y passe du temps. Je me rends compte que je reste des fois dans les menus 1 heure à chercher des joueurs, à rester sur mon téléphone en même temps parce qu'on a une application qui va un peu avec le jeu, qui nous donne les prix en direct des joueurs. Des fois j'ai les deux en même temps allumés parce que il faut savoir acheter au bon moment, le bon jour. On se renseigne sur plein de choses et c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, hein, mais ça va très très vite. C'est du trading en fait. C'est ça, et au final c'est un jeu d'argent et c'est pour ça qu'on en revient à l'histoire des 10 000 euros. Ces personnes-là ont râlé parce que elles ont déboursé de l'argent parce qu'elles considèrent que FIFA est un jeu d'argent. Alors oui, les jeux vidéo commencent à devenir des jeux d'argent. Moi je le vois, enfin je vous le dis, FIFA c'est devenu commercial, du trading, c'est exactement ça. On évalue tous les jours le prix de nos joueurs. Tous les jours je vérifie. Un joueur que j'ai acheté d'ailleurs jeudi dernier, ça fait depuis donc 3 jours que je l'ai. Ça fait 3 jours que je vérifie son prix le matin et le soir de chaque jour. C'est incroyable. Sans forcément m'en rendre compte, hein, mais je check, je vérifie. Est-ce qu'il est toujours au même prix? Est-ce qu'il a baissé? Est-ce qu'il a augmenté? S'il a augmenté, je le vends. S'il a baissé, il faut que je le garde. Il ne faut pas que je fasse d'erreur. Enfin, c'est quelque chose maintenant. C'est devenu un jeu d'argent. Ok, donc ce qui ressort de ce que vous me dites là, c'est soit je passe beaucoup de temps sans payer, mais du coup je passe beaucoup de temps, soit je paye et du coup je progresse plus vite, mais du coup j'ai encore plus envie de jouer. Et dans tous les cas, on arrive à quelque chose d'un peu addictif, puisque j'ai tout le temps envie de jouer plus, soit parce que j'ai des super joueurs ou ce genre de choses, et du coup j'ai du plaisir à jouer avec, soit parce que je dois passer beaucoup de temps à les faire évoluer et pour pouvoir plus tard prendre du plaisir. Mais dans tous les cas, je passais beaucoup de temps sur le jeu, et du coup avec ça, on arrive à peut-être un certain état d'isolement social ou de développement intellectuel. Enfin, ça peut être un peu des deux. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors oui, au départ, on commence souvent à jouer à un jeu parce qu'il y a nos potes qui jouent, alors on veut jouer ensemble. Warzone, c'est l'un des cas. Bon, il y a eu le confinement spécial, voilà, il y a eu quelques petites choses. Mais moi, je sais que j'ai joué parce que j'ai des potes qui jouaient en même temps que je jouais un peu à Fortnite. Moi, j'avais joué un petit peu à Fortnite et en même temps, des potes jouaient à Warzone. Alors, on a décidé de tous aller sur Warzone pour être à 4 ensemble. Et finalement, on joue ensemble et finalement, on prend du plaisir. Et après, le jeu commence à organiser des tournois, des choses comme ça. Fortnite est le professionnel là-dedans. Toutes les après-midi, pendant une période, la période de confinement d'ailleurs, il y avait un tournoi. Toutes les après-midi, pendant 3 heures.
Alors, moi qui n'aimais pas ce jeu, pas forcément, ben, en fait, on prend du plaisir. Parce qu'on essaye de se dire que finalement, le tournoi il commence à être intéressant. Je prends des points. Bon, ce tournoi, j'ai réussi à faire 400 points. J'ai essayé de faire 600 le prochain. Et finalement, on finit par rejouer, par rejouer, par rejouer. Et les tournois, il y avait aussi les tournois que j'évoquais sur FIFA. Et finalement, tous les jeux font à peu près le même principe. Ils nous attirent avec pas mal de choses, avec l'idée qu'on puisse jouer à plusieurs. On fait une équipe, on joue ensemble. Et finalement, ils nous gardent en créant des tournois, en créant des événements. Travis Scott qui fait son concert sur une map. Enfin, c'est impressionnant. Ouais. Ils ont réussi à nous captiver avec toutes sortes de choses. FIFA avec le trading. Enfin, il y a toujours une solution. Après, moi, j'avais une histoire assez impressionnante. A priori, c'est véridique puisque cette psy l'a confirmé. Des psychologues auraient été mis à contribution dans l'élaboration de Fortnite pour que ce jeu soit vraiment... en fait, ils ont évité le mot addictif. Mais c'était le vrai objectif, quoi. Mais c'était aiguisé. En fait, ils ont utilisé l'idée d'attirer continuellement et constamment les utilisateurs. Ne jamais les faire regretter d'avoir pris le jeu, quoi, en gros. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que même si on est nul un après-midi et qu'on se rend compte qu'on est vraiment pas bon ce jour-là, bah ça fait que bon, cet après-midi-là, on n'arrive pas à faire de points ou je ne sais quoi, notre tournoi se passe pas bien, ou même hors tournoi, en jouant 100 tournois en plaisir, oh ça se passe pas bien, pas grave, je reviendrai demain, on verra. Et bah le lendemain on revient et bizarrement ça se passe bien, on joue bien. On est très bon et c'est des petites choses comme ça aussi. Je pense que ça a été travaillé. Ça a été, ouais, les programmes ont dû être un petit peu bidouillés pour que tout se passe bien et que tout soit régulé. Je prends l'exemple de FIFA, c'est assez impressionnant. On gagne 3-0 pendant un match. À tout moment, on peut se faire reprendre à 3-3 parce que le jeu est régulé pour éviter que le joueur en face quitte. Tout est fait pour que personne ne quitte et personne ne coupe sa play pendant le jeu. Il faut garder un maximum de monde. Il y a un rééquilibrage qui est fait constamment. Je pense que sur tous les jeux d'ailleurs, on ne le voit pas forcément tout le temps, mais oui. C'est comme sur Fortnite, Warzone, quand on fait un top 1, avec un certain nombre de kills, d'élimination, on se retrouve... on sait jamais, tout le monde ne le sait pas. On se retrouve... on se retrouve dans un serveur bien plus compliqué. On se retrouve directement dans un serveur totalement différent, avec des joueurs d'un bien autre niveau. Si on en fait deux de suite, c'est encore pire juste après. Enfin, c'est tout le temps régulé, tout est fait pour qu'on soit captivé. C'est assez impressionnant. Moi, j'ai un exemple. Donc, chaque week-end, en gros, il y a les tournois de FIFA, donc que EA plutôt crée. Mais il y a aussi le FUT Champion. Pour faire simple, c'est sur vendredi, samedi et dimanche, 30 matchs à effectuer pour chaque utilisateur de FIFA. Et sur ces 30 matchs, il faut faire un maximum de victoires pour avoir les meilleures récompenses possibles. Voilà. Et c'est assez impressionnant parce que on se rend très très vite compte que plus on a de victoires de suite, plus les matchs sont de plus durs, sont très durs. Alors, c'est pas forcément parce qu'on a plus de victoires, parce que bon, pour quelqu'un qui fait environ 20 victoires, jouer contre un gars qui fait 6 victoires, ça va. Mais quand on vient de faire 6 victoires de suite, même si on est en 6-0, donc avec 6 victoires et 0 défaite, le match suivant est très très difficile. Et en fait, sur le coup, on ne s'en rend pas forcément compte, mais moi j'ai un exemple, un week-end où je joue un premier joueur, en même pas 20 minutes, je gagne 3-0, il a quitté. Alors c'est sympa, ça me fait un match assez vite gagné, il quitte, du coup je relance tout de suite. Et ben le joueur que j'ai joué juste après, il m'a bluffé, c'était impressionnant ce qu'il savait faire. C'est Gauthier, non? Ouais, certainement. Non mais c'était assez impressionnant. Juste parce que voilà, j'ai gagné le match juste avant 3-0, je joue contre un mec bien trop fort juste après. Et comme juste après, j'ai pris un sacré score et que ça a été clair, net et précis la différence entre nous deux, juste après j'ai rejoué un gars assez simple à jouer et je lui ai mis 4-0 avant la mi-temps, il a quitté. Et le match suivant, rebelote, je rejoue de nouveau contre un mec un peu trop fort et ça ainsi de suite. Et on se rend compte en fait au fur et à mesure que en fait le matchmaking il est fait pour chacun. Il n'est pas purement aléatoire. Voilà. Ouais. Le matchmaking il n'est pas aléatoire. On subit totalement notre ratio, nos choses comme ça. En plein de jeux vidéo c'est pareil, c'est d'ailleurs sur Call of aussi. Alors, le mode multijoueur de Call of, quand t'es trop fort, ils te mettent avec les meilleurs. Et quand t'es trop nul avec les meilleurs, ils te redescendent un peu. Et au final, ça fait que ton ratio, il est toujours pas ouf, quoi. Il est normal.
Moi, c'est ça, genre Call of au début, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Call of quand j'avais repris Modern Warfare là sur le reboot qu'ils ont fait l'année dernière. Bon, au début, j'étais un peu mauvais. Quand j'ai commencé à reprendre la main et tout, et j'ai commencé à être bon, je suis allé parmi les meilleurs. Ensuite, pendant 2 mois, j'ai pas joué. Quand je suis revenu, j'étais nul. Je suis redescendu. Et après, quand je suis revenu, enfin, ils m'ont redescendu. Et après, je suis redevenu meilleur. En fait, c'est vraiment, ils veulent que tu restes. C'est exactement ce qu'il dit Willan. C'est pas. Parce qu'avant, je pense sur PS3, il y avait pas vraiment ça, tu vois, à l'époque de la PS3. Ouais. En gros, si t'étais nul, t'étais nul. Et c'est comme ça, quoi. Et là, ils ont compris que c'était pas forcément bien de faire ça. Et ce qu'ils veulent maintenant, c'est adapter le matchmaking par rapport à ton niveau. Ça, c'est sûr et certain. Comme l'histoire du rééquilibrage sur FIFA d'ailleurs. Parce que moi, du coup, là, quand on parle d'immersion et d'isolation, la première chose à laquelle je pense, en fait, c'est GTA RP. Pour ceux qui connaissent pas GTA RP, s'il y en a qui nous écoutent et qui connaissent pas, en fait, c'est vous prenez la map de GTA 5, Los Santos, sauf qu'en fait, des gens vont reprendre cette map-là, ils vont faire leur propre serveur avec ça, et en gros, ça va être une map où ça va être vraiment comme les Sims, en fait. Chacun va avoir son métier, enfin, ça va être une sorte de réalité virtuelle, où chacun va avoir son métier, son poste dans la société, et quand tu joues là-dedans, genre, quand t'interagis avec d'autres joueurs, t'interagis vraiment premier degré. C'est-à-dire que si t'es la police, on t'appelle monsieur l'agent, tu donnes des contraventions, nanani, nanana. Je voulais en parler parce que je trouve ça... J'y ai jamais joué, mais j'ai l'impression que ça peut être dangereux en fait, parce que des gens qui pourraient avoir toutes ces interactions sociales-là dans la réalité, tout simplement, l'ont dans une réalité virtuelle, et j'ai peur qu'on en arrive à un moment où au final, ces gens-là n'auront plus besoin de la réalité en fait. Ils auront tout ce dont ils ont besoin dans cette réalité virtuelle. On peut arriver à un moment où au final ils seront complètement coupés du monde. Leurs amis ils ne les connaîtront pas dans la vraie vie parce qu'ils les connaissent sous le nom de XX, je sais pas quoi, XX76. Au final, l'interaction ne sera jamais physique. Il y aura un côté humain qui sera plus présent. Au bout d'un moment, il va bien falloir qu'ils se retrouvent confrontés à la réalité. Sauf que dans la réalité, quand tu meurs, tu réapparais pas dans un hôpital avec 5000 balles en moins. C'est vraiment le truc qui me fait peur quand je vois des jeux comme GTA RP qui se développent, qui marchent très très bien. Est-ce que vous jouez au MMORPG? Ben justement, ça va en adéquation avec GTA RP. Donc les MMORPG, c'est les jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs. Du coup, moi, en MMORPG, je jouais à Dofus. Et en gros, les MMORPG, c'était des jeux où tu incarnes un personnage dans un monde où il y a d'autres joueurs. C'est assez représentatif de la vraie vie, puisque dans ce style de jeu, un but de monter ton personnage, en fait. Il y a une économie, il y a des règles, il y a des lois. Et en gros, le but, c'est d'atteindre un certain niveau en faisant des donjons ou des choses comme ça. Sauf que le problème de ce genre de jeu, c'est que c'est facile de s'immerser dans le jeu, en fait. Et de confondre ta vie avec... Ouais, exactement. Du coup, t'as des interactions avec les autres joueurs aussi. Exactement. Ouais, ok. Et en fait, pour progresser dans le jeu, t'as besoin des autres joueurs, en fait. Ouais. Tu peux pas progresser tout seul. Ça, c'est... Comme j'ai dit, c'est comme la vraie vie. S'il n'y a pas d'économie ou quoi, tu peux pas progresser. Ok. Et du coup, ouais. Alors moi, j'ai jamais été fan des MMORPG. J'avais des amis au collège, ils jouaient à ça. Et vraiment, ils me faisaient peur parce que... Quand par exemple, tu sais, tu vas dormir chez les potes au collège. Ouais. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que ça me fait rire, j'attends la suite. Ah, d'accord. Ça me faisait peur et quand ils me disaient le nombre d'heures qu'ils passaient par jour, ou même des fois la nuit ils dormaient pas, on devait aller se coucher. Enfin, il préférait jouer à ça, il avait une quête à faire, il faut absolument qu'il fasse cette quête aujourd'hui. Ouais, je vois. Enfin, c'est un truc de ouf quoi. Moi, je sais pas comment il faisait. Pour moi, c'est un manque de liberté totale en fait. Genre, j'arriverais, même si le jeu peut être extraordinaire, j'arriverais jamais à m'autant impliquer dans un jeu vidéo. C'est peut-être, je pense qu'on est. Il y en a, ils aiment bien vivre dans un monde parallèle, moi j'aime pas trop, tu vois. Et lui, c'était World of Warcraft. Enfin, c'était un truc de ouf. Il allait, je sais pas où, il faisait des grottes, je sais pas quoi. Enfin, il volait avec des dragons. Enfin, je comprends pas, tu vois, mais bref. Et moi, je pense que c'est pas bien. Voilà, je pense que c'est pas bien. Genre, moi, je pense que ces jeux-là, faut vraiment que même les éditeurs, enfin les développeurs, ils contrôlent la consommation. Parce que c'est comme une drogue en fait. Hein. Ouais. Quand ça devient une drogue, t'es à l'école, tu penses à ça, t'es à la récré, tu parles de ça, sur le chemin de retour, tu penses à ça, quand tu pars chez toi, tu penses à ça. Et même, on voit qu'il y a même des jeux vidéo qui ont voulu se transformer en RPG, pas MMORPG, mais RPG. Genre Assassin's Creed, ça devient de plus en plus un RPG. Parce que voilà, ils cherchent l'immersion et c'est crafter des armes, enfin plein de choses, des trucs comme ça. T'as un niveau, avant il n'y a pas de niveau dans Assassin's Creed, maintenant il y a des niveaux dans les derniers. Enfin voilà, et c'est ça. C'est comme GTA Online, hein, moi je le vois pareil. Pour moi, c'est la même caste, ce jeu. C'est pas des MMORPG en soi, GTA Online, mais c'est la même chose. Moi j'ai un pote, quand je vois que
Ils pensent qu'à avoir le plus gros appart et le yacht. Dans GTA, ça me fait peur. Enfin, voilà. Alors qu'ils pourraient se prendre la tête à avoir ça dans la vraie vie. Exactement. Vendurable. Ouais, par exemple. Je me posais une question, est-ce que le jeu StarCraft 2 fait partie de cette catégorie de jeux MMORPG, du coup? StarCraft, je crois que c'est un MMORPG, c'est un jeu où t'es dans l'espace. En gros, oui, je sais pas si ça fait partie de ce genre de jeu, mais je voulais en parler, et Walid a très bien compris pourquoi je voulais en parler. En fait, il y a comment je pourrais dire ça, un doctorant, un enseignant-chercheur qui s'appelle Idriss Aberkan qui a mené des études sur la manière dont le cerveau imprègne une information et se sert, comment un cerveau peut devenir plus intelligent, moins intelligent, comment il peut réfléchir. Et il s'est penché sur la question du jeu vidéo, par exemple, et notamment le jeu StarCraft 2. Il a observé en fait le nombre de connexions entre les neurones, le nombre, je sais pas comment on appelle ça, mais le nombre d'activation des synapses, ou je sais pas trop comment on appelle ça, est beaucoup plus élevé quand tu joues à StarCraft 2 que par exemple lorsque tu résous une équation différentielle ou lorsque tu joues aux échecs. Comment il a expliqué ça lui? Il a expliqué qu'en fait le principe vient du fait que par exemple quand tu joues au jeu de Go ou aux échecs, c'est un jeu de stratégie, oui, mais on va dire que le nombre de scénarios possibles est beaucoup plus réduit que le nombre de scénarios que tu peux avoir dans des jeux style World of Warcraft, LoL, StarCraft 2, tout ça. T'as plus de choix à la seconde. Donc déjà ça c'est la première condition pour laquelle il pense qu'en gros le cerveau est beaucoup plus actif. Dans un second temps aussi, il y a le fait qu'en fait quand tu joues à un jeu comme ça, t'es vraiment passionné. En fait, les gens qui jouent à ces jeux-là, on peut voir qu'ils sont réellement passionnés. Ce qu'il a observé, c'est qu'en fait quand tu multiplies le temps qui passe dessus et l'attention qu'il donne à ce jeu-là, au final, ça donne une activité cérébrale mais intense en fait. J'ai aussi vu des études scientifiques qui expliquaient qu'en fait les jeux vidéo augmentaient la réactivité, toutes ces choses-là. Et j'ai l'impression que tous ces jeux de stratégie en fait sont vraiment au centre de cette thématique. Donc j'y vois vraiment un bon côté aussi. C'est-à-dire que bien sûr, on a parlé précédemment de l'isolation, tout ça. Une fois bien contrôlé, ce genre de jeu stratégique, au même titre que les jeux d'échecs, peuvent amener quelque chose dans la réflexion. Pour intervenir sur ce qu'il disait, la différence entre les dames, le jeu de Go, les jeux d'échecs, c'est que t'as un choix à faire, mais t'as pas un temps ultra réduit. Alors que dans les jeux vidéo, puisque c'est en ligne forcément, enfin non, t'as quelques jeux comme ça, mais on va dire tous les jeux comme FIFA, Douillet, c'est un jeu où tu dois prendre la bonne décision au bon moment, et ça te demande beaucoup de réflexion. C'est comme un arbre de possibilités qui est en train de se construire dans ta tête. Par exemple, imagine sur FIFA, t'as une situation, soit tu fais la passe à gauche, soit tu fais la passe à droite, soit tu fais la passe en l'air, soit tu reviens en arrière, tu fais une passe en retrait, soit tu le fais partir sur l'aile. Il y a plein de situations. Et moi, je pense que ce genre de jeu, ça développe un moment l'intelligence. Enfin, l'intelligence en tout cas, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, mais je parle surtout de l'intelligence de choix. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'au final, on peut développer l'activité, comme il a dit, l'activité cérébrale. Et je pense que ce serait pas bête de mettre des jeux vidéo à l'école, par exemple. Je dis pas d'en faire une matière principale, mais bon, on fait bien de l'art plastique et de la musique, quoi. Donc on pourrait très bien mettre une section jeux vidéo pour des jeux vidéo avec beaucoup de choix à la seconde pour peut-être développer les élèves entre eux. Et on les fait jouer entre eux, mais je ne dis pas non plus qu'ils fassent à 8 heures par jour, mais peut-être 1 à 2 heures par semaine, ça peut être bien pour pouvoir développer leur activité cérébrale. Moi je pense, comme il a dit, regarde, on utilise plus notre cerveau quand on joue à StarCraft 2 que quand on fait une équation différentielle. Et justement, je voulais rebondir par rapport à ça, c'est qu'en fait, ça existe déjà en fait. Ce type de jeu vidéo éducatif existe déjà, par exemple, pendant le confinement. Du coup, les élèves en primaire n'avaient pas cours en présentiel. Moi, j'ai une sœur qui est à l'école primaire justement, qui était en CE2 à cette époque-là. Et du coup, ils devaient suivre l'école par l'intermédiaire d'un site, je sais plus comment il s'appelle. Et sur ce site-là, ils avaient leurs cours à faire. Et s'ils voulaient, ils avaient des sortes de jeux pour travailler du coup par exemple les mathématiques. Et il y avait un truc qui était pas mal, par exemple, c'était vous voyez le jeu vidéo Doodle Jump sur le téléphone et tout. Là c'était ça, du coup tu avais le petit personnage qui sautait et à chaque fois tu avais une case. Tu avais la case du coup du dessus où il devait aller. Et genre par exemple le petit personnage il s'appelait, je sais pas, je dis une connerie, sur lui il avait marqué 4x3. Et du coup tu avais la plateforme où après pour monter en haut, tu en avais une, c'était marqué 12 et l'autre 15 par exemple. Et il devait monter petit à petit comme ça et à chaque fois c'était une nouvelle multiplication à faire. Et je trouvais ça vachement intuitif. D'une, parce que ça fait travailler des choses élémentaires qui sont les tables de multiplication, surtout en CE2. Surtout parce qu'en fait, on sait très bien que les enfants adorent les jeux vidéo de téléphone comme ça. On a tous eu cette situation où il y a une soirée où quelque part dehors, un cousin qui va dire est-ce que tu as des jeux sur ton téléphone parce qu'il va absolument y jouer et tout. Mais là, du coup, il va pouvoir jouer à ce jeu-là, mais sans se rendre compte, il va travailler en fait des trucs qu'il aurait pu travailler sur un cahier, ça l'aurait saoulé et tout, mais là du coup il va y mettre l'attention, comme on disait pour StarCraft 2, l'attention nécessaire pour pouvoir apprendre, et le temps bien sûr, pour pouvoir apprendre d'une manière beaucoup plus efficace. Ouais, après pour en revenir à l'école, comme disait Walid,
Je pense pas peut-être amener les jeux vidéo à l'école, mais en parler, je pense que ça aurait été intéressant. Ça aurait peut-être aidé les enfants à prendre du recul, parce qu'on se rend compte que là, avec l'émergence de nouveaux jeux vidéo, il y a de plus en plus d'enfants qui sont attirés, parce que bon, à un certain âge, je pense qu'on peut faire la distinction. Même si on a atteint un niveau peut-être élevé d'addiction, on arrive toujours quand même, je pense, à faire la distinction entre la vie réelle et le jeu. Ah, mais à un certain âge, c'est compliqué. Je pense qu'au collège, pour ceux qui étaient assez joueurs, des fois, on pouvait y passer du temps. Moi, j'étais pas un si grand joueur que ça. Du moins, encore moins que maintenant, vraiment, largement moins. Et pourtant, si ma mère venait pas me dire de m'arrêter, quelquefois, je pouvais rester devant ma play, hein, tranquille. Hein. Et je pense que l'école aurait pu servir à en parler. Je pense qu'à l'école, on devrait en parler. On devrait même parler des possibilités des jeux vidéo. Enfin, les jeux vidéo qui pourraient être intéressants. Justement, les enfants, même en parler avec les parents directement. Parce que oui, comme l'a dit Thomas, il y a des jeux vidéo qui sont très intéressants pour les enfants. Il y en a qui pourraient être même pratiques pour l'enseignement, pour certains hein, qui ne comprennent pas sur papier. Parce qu'on ne comprend pas tous de la même manière. Et c'est vrai que je trouve qu'on a mis de côté les jeux vidéo comme si c'était quelque chose en plus et que si un enfant l'avait chez lui, bah, tant mieux pour lui, mais qu'il fasse attention et puis c'est tout. Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est que c'est diabolisé dans la société, les jeux vidéo. C'est ça. Les jeux vidéo, ça inspire le branleur. Quand tu penses à un mec jeu vidéo, tu penses directement à ça. Tu penses pas à passion, tu penses pas à quelqu'un qui réfléchit, tu penses, oh, c'est un branleur, s'il fait ça tout son dimanche, il sort pas. Et c'est bien triste, hein. On peut très bien être. On n'est pas unidimensionnel comme personne, donc on peut avoir plusieurs facettes. On peut jouer aux jeux vidéo, on peut sortir, on peut faire du sport. Pour moi, les jeux vidéo, ça peut être une activité comme faire du sport et ça peut être autant valorisé parce que vraiment l'activité cérébrale, ça a été prouvé, elle est élevée. Elle est vraiment élevée dans les jeux vidéo. Mais toujours avec modération. Bah oui, parce que du coup, c'est ça le problème qui est souvent évoqué. C'est qu'on a tendance à passer trop de temps à jouer et du coup, on néglige les autres aspects de notre vie. Justement, je pense que c'est aussi parce qu'on n'en a pas parlé, on nous en a pas parlé petit. Si on nous Parce que apprend, ça n'existait pas forcément aussi, mais c'est quelque chose qui est développé récemment. Oui, ça je suis d'accord. Nous, c'est ça. Il n'a pas grandi à 12-13 ans. La génération de nos parents n'a pas connu le fait de jouer aux jeux vidéo si jeune. On fait vraiment partie des premières générations qui ont joué qui ont joué aux jeux vidéo quand on avait 12-13 ans. Sachant qu'il faut pas... Il y a être enfant, mais avoir 12-13 ans, c'est vraiment une période très particulière, 12, 13, 14 ans. Cette période-là, en fait, on va avoir besoin de liberté, on va avoir besoin de se sentir adulte, on va avoir besoin de plein de choses. Et tout d'un coup, il y a un truc qui va nous être posé sur un plateau qui va nous permettre de trouver tous ces désirs-là, en fait. On va avoir un jeu où d'un coup, dedans, on va avoir des sortes de responsabilités, on va être libre, on va avoir un but dans notre vie réelle qu'on va vraiment pouvoir comprendre, pas un but du style travail à l'école, parce qu'après, tu iras dans ce lycée-là, tu iras dans cette université et tu gagneras de l'argent. Là, c'est direct. T'es dans GTA, tu fais ta mission, tu gagnes de l'argent, tu peux le dépenser. Donc, tout de suite, pour un enfant, il y a le côté, le ratio travail-récompense, il le voit tout de suite. C'est un truc, il faut vraiment se concentrer là-dessus. Essayer de voir comment je pourrais dire, le problème sous tous les angles de vue possibles. Parce que c'est quelque chose de très récent, comme tu l'as dit. Je pense qu'on n'a même pas encore trouvé toutes les problématiques liées à ce sujet. Il faudra encore attendre quelques années, notamment avec la VR et tout ce qui va arriver. Ouais, je trouve ça très pertinent et important ce qu'il vient de dire Thomas. On est les premières générations et je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire de ça, qu'on prenne tout de suite les devants et qu'on prenne tout de suite le problème parce que finalement, on se rend compte, c'est triste à dire, mais ça devient un problème, les jeux vidéo. On en parle de plus en plus comme un problème récurrent parce que là, je sais que la dernière fois que j'ai pu en discuter avec certains parents de jeunes ados au collège, début collège assez souvent, l'exemple de Fortnite, c'est assez parlant. Il attire tous ces jeunes-là, mais de trop. Ils en sont à passer régulièrement tout leur temps dessus. Et comme tu disais, à négliger tout ce qu'il y a autour. Et donc oublier qu'il y a à l'école, louper des entraînements de foot, de rugby, de basket, de danse, tous les sports possibles, de toutes les activités extrascolaires possibles, ça reste quand même triste. Parce que justement, ils n'ont jamais appris à allier les deux. Alors oui, on est peut-être dépassé parce que ça va un peu vite pour nous. Comme on l'a dit au tout début de notre discussion, c'est vrai que ça va très très vite. Depuis que nous, on est arrivé, ça a évolué presque plus vite. Nous, on a grandi. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on s'y habitue, mais il faut qu'on le fasse tout de suite. C'est pour ça que, bon, c'est un avis, hein, c'est facile à dire, mais peut-être entrer à l'école assez jeune, en primaire, l'idée de parler de ça et être capable de l'exposer comme une possibilité pour les enfants. Et
quelque chose de peut-être même nécessaire pour certains, hein, mais pas forcément le seul moyen de sortir de la réalité, de sortir de tout ce qu'on fait habituellement, et qu'il y a d'autres choses possibles, et que être assez clair sur le sujet, engager des professionnels capables d'aider les enfants. Enfin, en parler comme pour les préventions pour la drogue. C'est exactement Moi, je le ça. vois comme ça. C'est un peu pour Pour tout. Après, c'est Pour l'éducation, comme l'éducation c'est ça. sexuelle chez On les a eu jeunes. des cours C'est quelque chose maintenant, ces c'est choses-là, primordial. important. On peut voir même, regarde, les streamers qui marchent le plus dans les jeux vidéo, c'est des filles. Ouais, C'est ça, des vrai, filles. ça aussi. Et pourquoi? Mais Ça, pourquoi? c'est un autre Parce qu'il y a sujet. une misère, il y a une misère sexuelle chez les gens qui jouent trop aux jeux vidéo. Et en fait, du coup, le seul moment, c'est triste, j'aime pas dire ça, mais le seul moment où ils vont avoir une femme, à part leur mère, dans leur vie, bah, c'est une fille qui va jouer aux C'est jeux un autre vidéo. sujet, mais malheureusement, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, c'est un autre sujet. On s'éloigne un peu, ouais. Donc en plus, c'est un autre sujet, mais juste pour fermer la parenthèse, ces filles du coup qui sont très connues dans le monde du streaming, en fait, comment je pourrais le dire, avons poussé leurs streamers à dépenser de l'argent pour leur faire des dons comme ça. Et on regarde qu'en fait, c'est que les dons donnés à ces streameuses-là sont énormes, mais beaucoup plus que par exemple, je sais pas, je vais dire une connerie pour Squeezie ou n'importe quel autre youtubeur qui va avoir une communauté énorme. Et du coup, on se retrouve avec des jeunes en fait qui vont dépenser de l'argent dans quelque chose qui va rien leur apporter. C'est encore dépenser son argent dans un jeu vidéo, c'est quelque chose. Dépenser son argent dans un don pour quelqu'un qui joue aux jeux vidéo et qui va pas forcément lui apprendre, qui va pas forcément lui apprendre à mieux jouer ou quoi que ce soit, c'est juste parce que la personne est là en fait. Je suis pas sûr que ça va être le meilleur truc. Et aussi ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'on parlait là, par rapport aux enfants, le fait de jouer aux jeux vidéo et tout. En fait déjà, bien sûr, les préventions elles doivent être de la même manière que pour l'éducation sexuelle, la drogue et tout. Et ce qui m'a fait penser à ça aussi, c'est que ça sera jamais populaire d'avoir les meilleures notes par exemple à l'école. Par contre, à avoir testé des drogues, par contre, avoir des voilà par exemple avoir eu des relations sexuelles très tôt, et du coup là on y arrive, par exemple être très très fort à un jeu vidéo, ça va amener la popularité, quelque chose qui est très recherché quand t'as 13-14 ans. Et du coup c'est pour ça qu'on devrait aborder ce problème là de la même manière que pour la drogue par exemple, parce que c'est quelque chose qui non seulement va, comme je l'expliquais avant, il va avoir le ratio travail-récompense qui va être très bien compris, il va pouvoir dans la tête du gamin, il va se dire putain, il y a peut-être une quête de popularité derrière ça, de se dire putain, moi tous mes potes ils savent que je suis prestige 15, j'arrive à faire des no-scopes avec un sniper à je sais pas combien de mètres. Et il y a aussi cette recherche là qui pourrait, alors que cette recherche là pourrait être faite d'une manière comment je pourrais dire totalement saine, que ce soit par les jeux vidéo ou autre chose. Mais là du coup vu que les adultes n'ont pas la main dessus, ou encore peut-être pas encore la main dessus complètement, on n'arrive pas encore à contrôler ça correctement. Ok, du coup, pour vous, c'est quoi les visées du jeu vidéo? Qu'est-ce que vous attendez quand vous jouez à un jeu vidéo Ben, en premier lieu, moi, c'est j'ai souvent d'ailleurs entamé des jeux vidéo. Je joue pas à beaucoup de jeux vidéo en soi. Quand je joue à un jeu vidéo, c'est surtout pour être avec mes potes. Je sais que Warzone, j'ai commencé parce qu'on était beaucoup je connaissais beaucoup de monde à y jouer, de potes assez proches. Et du coup, en fait, être ensemble, avoir les potes sur le casque, dans le casque, c'est assez drôle. On entend des conneries tout le temps. Enfin, ça fait qu'on rigole. Et c'est ça que je recherche. Mais du coup, une fois qu'on commence à jouer à un jeu, je trouve qu'il y a une autre dimension qui entre. Et là, c'est la dimension de toujours faire mieux. Et c'est vrai que sur Call of, par exemple, le Warzone, le nouveau, enfin, on se rend compte qu'on veut toujours faire plus de kills, par exemple, donc d'élimination. On veut toujours faire plus de top 1. Fortnite, c'est un peu le même principe. On veut toujours faire plus de points en arène, en tournoi, ou tout ce qu'ils ont réussi à sortir. Sur FIFA, on veut toujours avoir les meilleures cartes. En fait, c'est l'excellence et la compète. Même si au départ, on est là pour le plaisir et l'amusement entre potes, il y a le facteur compète qui entre en compte, je pense, pour la majorité des utilisateurs et des joueurs. Je pense que on a tous au moins une fois pensé, lorsqu'on a joué à un jeu, ah ouais, si j'arrive à avoir ça, ce serait le top quand même. Ouais, je suis d'accord. Moi, pareil que Willan, ce que je cherchais dans les jeux vidéo, alors moi, il y a deux types de jeux, il faut que je classe comme ça. Il y a les jeux en ligne et les jeux hors ligne. Les jeux hors ligne, moi, ce que je cherchais, c'est vivre une histoire à travers un personnage. Et j'ai bien vécu ça avec Uncharted, Assassin's Creed. Et Uncharted, moi, Uncharted, j'aime trop ces jeux parce que ça m'a inspiré une liberté, un gars qui veut découvrir la vérité et tout, qui voyage, qui escalade. Enfin, c'est la vraie vie dont on rêve quand on est jeune. Et après, sinon, dans Assassin's Creed, c'était plus revivre des moments historiques. Par exemple, moi, mon Assassin's Creed préféré, c'est le 3 et ça le restera toujours, où tu vis Connor en tant qu'Amérindien et son père, c'est un Anglais et sa mère, c'est une Amérindienne. Et sa mère, elle est morte à cause
de près ou de loin à cause de lui un peu, il veut se venger de son père et de son ordre, tout ça, de son organisation. Moi j'ai toujours aimé parce que j'ai toujours voulu revivre l'histoire comme si j'y étais, et je trouve que d'avoir créé un jeu vidéo où on peut revivre des moments historiques, c'est du génie en fait. Ce qu'Ubisoft a proposé. Donc je suis un grand fan de la licence d'Assassin's Creed. Sinon après dans les jeux en ligne, ce que je recherche comme a dit Willan, c'est jouer avec des potes. Genre moi c'était Battlefield 3, hein. Le tout premier jeu en ligne auquel j'ai joué, on va dire de qualité, sur console c'était celui-là. C'était Battlefield 3, t'es dans une escouade à 4 et on a tous un rôle. Il y en a un, ça peut être le réanimateur, il y en a un, c'est celui qui détruit les véhicules, t'en as un qui donne les munitions, t'en as un qui est éclaireur qui snipe. Enfin voilà, et quand tu joues à 4 comme ça, t'as l'objectif de... Enfin, t'aimes bien le travail d'équipe, et quand ça paye, eh ben, c'est juste kiffant en fait. Et même pouvoir rigoler avec ses potes, des fois t'es avec ton pote, t'entends sa mère derrière qui lui dit d'arrêter de jouer, tu vois, c'est rigolo. Tu vois, c'est ce genre de truc. Enfin voilà, moi je faisais ça le soir. En gros, la journée, pendant les vacances, on faisait des foot toute la journée, et le soir, on se retrouvait là. Et c'était ça. Et mes vacances, vraiment, quand j'étais jeune, bah, c'était que ça, et je pourrais résumer mes vacances à ça, quoi. C'était le foot toute la journée, et le soir, on se voyait sur Call of ou Battlefield ou FIFA, et c'était ça, et c'était une très belle période de ma vie, vraiment. Bah moi franchement j'aurais pas beaucoup plus de choses à rajouter que ce que Walid a dit. J'ai vraiment la même manière de voir les jeux vidéo, c'est-à-dire comme il a dit, le jeu en ligne où vraiment ça va être un truc entre potes et tout, il y a vraiment une cohésion qui va se faire parce qu'il va y avoir une stratégie, comme il a dit, Battlefield, tout ça, tu vas vouloir qu'il y en ait un qui soit éclaireur, l'autre médecin, l'autre ingénieur, tout ça, puis chacun va jouer avec son arme et à la fin tu vas faire des scores de ouf. Et donc ça c'est le premier, bien sûr, c'est la première partie. Ce que j'aime bien avec les jeux en ligne, comme il a dit, c'est que comme tout à l'heure on parlait de l'éducation dans les jeux vidéo, mais c'est un moyen hyper pertinent d'apprendre, comme par exemple à Assassin's Creed, d'apprendre des périodes de l'histoire en fait. Comme il a dit, Assassin's Creed 3, bien sûr que tu vas pas savoir tout, mais tu vas connaître des noms déjà que tu n'auras pas forcément appris si tu n'y avais pas joué, quoi. Toute la révolution américaine, franchement, tu apprends plein de trucs. Je crois même qu'il y a des personnages français qui sont dedans au bout d'un moment. Ouais, voilà, il y a Lafayette et tout. Franchement, c'est un truc de fou. Et comme c'est des jeux qui, à côté, en plus du côté historique, sont très prenants parce que c'est des jeux très bien faits, que ce soit dans les combats, dans l'infiltration, tout ça. En fait, tu vas même pas te rendre compte que tu apprends quelque chose. Tu vas y jouer et au final, quand tu as fini le jeu, tu te rends compte que quand tu vas arriver en cours d'histoire et que ça va être sur la Révolution américaine, putain, bah, tu connais déjà plein de blazes et tout, tu es déjà avancé dans tes révisions et tu es content en fait. Tu es hyper bénéfique. Après, on le fait pas encore d'histoire, c'est dommage. Ouais, voilà, c'est dommage qu'on le fasse pas encore d'histoire. Mais voilà. Bon, après, on tient quand même à préciser, c'est pas avec ça que vous allez être le mec le plus cultivé de l'histoire. C'est vraiment un point de départ pour commencer à vous intéresser à quelque chose. Et ça peut très bien marcher. Alors, du coup, là, vous reposez un peu sur le travail du développeur, enfin des développeurs, pour que vous puissiez vous reconnaître aussi dans le jeu. L'éditeur, il fait un peu ce qu'il veut avec le jeu. Donc en soi, il peut très bien apporter de la propagande, de la violence dans les jeux ou ce genre de choses. Comment est-ce que vous gérez ça, puisque du coup, c'est d'abord l'éditeur qui choisit le thème du jeu, et ensuite vous allez y jouer, mais inconsciemment, il y aura ces concepts intégrés dans le jeu. Alors Ilon, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a clairement de la propagande dans le jeu vidéo. C'est une arme, c'est comme une publicité les jeux vidéo maintenant. On voit des jeux comme GTA qui prônent la liberté. C'est vraiment très américain, la liberté de faire ce qu'on veut, pas la liberté des droits, tout ça, hein, ou les droits comme nous c'est français, mais moi je parle vraiment de la liberté, le libéralisme, tu vois ce que je veux dire. Tu fais vraiment ce que tu veux. Et ça, ce jeu vidéo nous donne envie de vivre aux États-Unis, vraiment. Genre, t'es là, tu prends une voiture, tu kiffes ta vie, t'es en bord de mer, tu peux rouler vite, enfin voilà, tout ça, ils veulent te faire kiffer, les States. Pour moi, c'est ça GTA. Et après, t'as des jeux vidéo. Pour moi, c'est clairement très politisé. Je pense notamment à Call of Duty avec les campagnes. Je parle surtout des Black Ops parce que je trouve que les Modern Warfare, ils sont encore assez objectifs. Ils prennent du recul. Par contre, les Call of Duty Black Ops, donc t'as Black Ops 1, 2, 3, 4 et Cold War, c'est un truc de ouf, mais en fait, t'as l'impression de jouer à... Enfin, pas de regarder, comment il s'appelle le film là avec Sylvester Stallone, j'ai un trou là. Guerre du Vietnam. Ouais, Rambo, voilà. T'as l'impression que c'est ça en fait, et on veut te mettre du côté des Américains, clairement. Et en fait, on va te faire dire, en gros, les Américains c'est les gentils, et le reste c'est les méchants, ceux qui sont contre eux. On sait que le monde est bien plus compliqué que ça. Je trouve que c'est clairement un moyen de faire la propagande, ce qui est très dangereux aussi. C'est pour ça que apprendre l'histoire, comme a dit Thomas tout à l'heure, ou je l'ai dit aussi, ça peut être intéressant. Mais il faut juste s'intéresser aux faits. Faut pas voir plus loin que ça. Faut pas commencer à prendre parti parce que ton personnage il prend parti.
celui que tu joues. Et c'est ça qui me fait peur, c'est la propagande dans les jeux vidéo. D'ailleurs, la propagande dans les jeux vidéo me fait autant peur que le surréalisme qui va arriver dans ces prochaines années. En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'avant, du coup, pour la propagande, on va dire, c'était surtout Hollywood, quoi. Pour les États-Unis, ils avaient Hollywood. Sauf que d'un coup, ils ont trouvé un moyen de faire de la propagande, mais sans que les gens aient besoin de se déplacer dans une salle de cinéma, et qu'en plus, ils prennent part à ce truc-là. C'est-à-dire que t'es plus en train de regarder un film, t'es pas passif, t'es actif. T'es vraiment encore plus dans l'immersion. C'est-à-dire que là, il te touche au plus profond de toi-même. Parce que tu vas t'attacher au personnage. Donc en fonction de ce qui va lui arriver, ça va te toucher plus ou moins, parce qu'il y a des jeux qui sont très forts pour ça. Ou même comme il l'a dit dans GTA, le mode de vie, franchement, il n'y a pas plus américain que ça. C'est tout le temps un personnage qui arrive de tout en bas pour finir tout en haut. T'as ça dans Saints Row, t'as ça dans plein de jeux américains comme ça. Started from the bottom, now we're here. C'est exactement ça. Et ça, du coup, bon voilà, on va pas faire de politique, mais c'est vraiment très 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 politisé. Bon bah j'espère qu'avec le temps on s'en rendra compte, on essaiera de faire quelque chose de de moins polarisant. Mais pour l'instant, c'est sûr que comme il le dit, quand on voit certains jeux, on sait très bien, tu peux deviner en fonction de la campagne quel pays a développé ce jeu-là, dans quel pays ça t'est développé, notamment comme tu dis les Black Ops Cold War et tout, c'est évident de qui a fait ces jeux-là et quelles sont leurs opinions. Alors moi je suis d'accord avec Battlefield et les Call of par rapport à la propagande, dans le fait qu'ils essayent de mettre les stats en avant, que c'est eux les gentils, que c'est eux qui ont les meilleures idées. Par contre dans le cas de GTA, pour le libéralisme, je suis pas trop d'accord, enfin un peu moins, parce que pour moi, comme c'est un jeu, ils essayent de... C'est fictif en fait, c'est-à-dire que dans ce jeu-là, tu peux, lâcher tes pulsions. Tu peux en fait, puisque c'est-à-dire que c'est un jeu vidéo, du coup, tu as le droit de faire ce que tu veux. Dans le sens où c'est pas forcément une propagande, mais c'est plus dans le fait que tu puisses faire ce que tu as envie de faire, mais dans un monde fictif. Je veux juste intervenir. C'est bien sûr que vu que c'est un mode libre, on s'en fout que c'est un jeu libéraliste. Moi, je te parle vraiment dans la campagne. Par exemple, quand tu prends Seiji ou Franklin, les deux ils viennent du ghetto. À la fin, Franklin, même pas à la fin, hein, plutôt au milieu de la campagne, Franklin il a une belle maison sur les collines, tu vois, à Los Santos. Ça, c'est un moyen de même, pourquoi même pas donner des idées à leur propre peuple, de dire à un jeune afro-américain, tu peux faire comme lui. Moi, je trouve ça dangereux, tu vois. Tu peux faire comme lui, tu vas en haut. Après, je comprends, GTA, ils veulent juste reprendre des trucs dans les films, et déjà dans les films américains, c'est comme ça, des années 90, Boys in the Hood, Menace to Society, il y a des idées, il y a des préconçus, il y a des trucs qu'on veut te faire croire et tout, sur les afro-américains. Et oui, clairement, c'est manipulé comme image. Mais après, je sais pas si GTA fait ça pour les États-Unis, ou s'ils veulent juste reprendre ce que les États-Unis ont fait, tu vois. S'ils se foutent pas un peu de leur gueule, je sais pas trop, tu vois. Ouais, il y a deux approches. Ouais, il y a deux approches, tu vois. C'était GTA 4 que tu avais cité, c'est ça? C'était lequel GTA? Ah, le 5, ok. Parce que, enfin, déjà pour le GTA 4, ce que je veux dire, c'est que tu as vraiment l'image du. Là, pour le coup, moi, je trouve que c'est vraiment le cliché du monde capitalisme, du monde libre, comme on l'appelle, du gars qui arrive tout en bas, genre un peu l'immigré d'Europe de l'Est qui arrive, qui a rien et puis qui finit avec tellement d'argent. Et en vrai, dans GTA 5 aussi, tu as ça. Tu démarres. Bon, ok, tu as Michael. On va dire Michael, c'est différent, mais tu démarres avec des mecs qui ont une vie un peu perdue, c'est-à-dire Franklin et Trevor. Ils ont pas vraiment de situation, ils savent pas quoi faire. À la fin, tu termines avec eux, mais c'est des multimillionnaires et t'as eu toutes les étapes intermédiaires, t'as eu. Et ça, si on peut pas appeler ça de la propagande, je vois pas comment on pourrait appeler ça, quoi. C'est ce que les États-Unis essayent de montrer depuis la Seconde Guerre mondiale, quoi. En fait, moi, ce que je me dis, c'est que est-ce que les développeurs de GTA, ils se disent, bon, on va mettre de la propagande dans... En fait, ils ont juste voulu créer un jeu où tu pouvais faire ce que tu veux, je pense. Dans le sens où, est-ce que c'est vraiment de la propagande le but principal du jeu? Je sais pas. Alors peut-être qu'au départ, enfin à l'heure actuelle, oui, c'est de la propagande. Mais au départ, les premiers GTA, moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est juste, ils ont voulu créer un jeu vidéo dans lequel, où en fait, tu pouvais faire... Tu vis la vie d'un jeune américain, quoi. Ou d'un américain. Ouais, voilà. Ouais. C'est quoi la finalité du truc? La finalité du jeu, c'est de finir immensément riche et immensément puissant. Mais justement, comme c'est libéralisme, c'est toi qui décides de si tu veux devenir. Bah ça déjà pour moi c'est idéologique. À partir de ce moment-là, tu vois, t'aurais pu faire un jeu vidéo où je sais pas moi. Ouais c'est vrai, je suis loin du micro. T'aurais pu faire un jeu vidéo où par exemple au lieu de démarrer, tu démarres et en fait tu fais partie d'une communauté et tu vas chercher à
à la faire grandir, mais pas en tant que toi individuellement, tu vois. Tu vas chercher à construire un truc avec d'autres personnes et tout, et à la fin, le faire grandir. Non, là, c'est toi, c'est ton argent, c'est ta voiture dans ton garage, c'est ta moto, ta première arme, t'as ton truc à toi, en fait. C'est marqué Nico Bellic dessus pour GTA 4, c'est marqué Franklin, tu vois. Et c'est vraiment le truc de la possession, le truc privé que tu dois acquérir, méritocratie, tout ça. Et je pense que pour moi, c'est pas la seule manière de faire un jeu où tu peux t'épanouir. J'ai l'impression que c'est... Et on voit ça pas que dans ces jeux-là. Je peux trouver plein de jeux là où le but, c'est de produire et de grandir. Même des jeux, le jeu de base de simulation où je sais pas moi, t'es un agriculteur qui fait pousser des trucs et qui fait de l'argent avec ça. C'est vraiment souvent ça le schéma dans les jeux vidéo, même Assassin's Creed 3. Tu démarres, t'es tout en bas, tu viens pour faire une vengeance, et à la fin, tu termines dans des instances tellement grandes, tu travailles avec les plus grands politiciens. Et il y a toujours cette image de je suis personne, et à la fin je suis le mec le plus puissant du jeu, quoi. Et ça, pour moi en tout cas, c'est mon avis, ça reste de la propagande. Ok, merci les gars, c'était vachement intéressant comme développement. Est-ce que pour finir, vous avez des recommandations de jeux pour ceux qui nous écoutent? Personnellement, moi je vais être assez bref. Je suis un joueur de Warzone, moi, et de FIFA. Voilà, c'est les deux seuls jeux auxquels je joue vraiment. J'ai joué à Fortnite, mais bon, c'était sans plus. C'est parce que voilà, j'ai des potes qui jouaient, c'était sympa, on a rigolé, mais ça, c'était une passade, quoi. Mais sinon, ouais, Warzone, très intéressant comme jeu, même si bon, c'est pas le top du top, mais c'est sympa. Quand on veut jouer à plusieurs, c'est sympa. Sinon, FIFA, moi j'aime beaucoup parce que voilà, depuis assez longtemps, depuis le 12, je les ai tous. Même si bon, là, ils sont moins intéressants les derniers, mais celui-ci revient un petit peu dans le jeu et est de nouveau intéressant. Même si depuis le 17, on n'a pas eu le droit à un vrai jeu de simulation de foot, ni sur FIFA, ni sur PES. Mais au moins là, on a de nouveau un jeu correct et potable sur FIFA. Alors bon, autant y jouer une passe en privé. Moi, pour moi, du coup, vu qu'on parlait de GTA, il y a un jeu qui y ressemble, qui est beaucoup comparé, que j'aime beaucoup. C'est Sleeping Dogs. En gros, c'est un jeu qui va ressembler beaucoup à GTA, mais là, du coup, comme pour reprendre ce que j'ai dit avant, il n'y a pas cette quête de chercher à devenir puissant. Là, sur le coup, c'est un truc où tu vas être un policier infiltré qui va chercher à, en gros, démasquer des gens et tout. Et tu vas voir vraiment tout ce qui va l'amener à la fin de son enquête, en fait. Et c'est hyper intéressant. Et puis en plus, au lieu de te mettre en avant, le truc principal, c'est d'avoir la plus grosse bagnole. Tu vas devoir acquérir des facultés de combat et tout. Et le jeu va devenir de plus en plus intéressant au fur et à mesure que tu avances. Tu auras des nouveaux combats. Puis même à la fin, au début, tu n'es que sur une map. Après, la map s'agrandit sur d'autres endroits de la carte et tout. Et tu vois une histoire par rapport à son passé et tout. Il est en quête de quelque chose. Et enfin, je trouve qu'en termes de scénario, on est sur quelque chose de mieux que GTA. Et pour les combats, de toute façon, c'est bien connu, Sleeping Dogs, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, le jeu vidéo que je recommande pour les fans de basket, bon, c'est NBA 2K. Oubliez NBA Live, hein, c'est nul. Voilà. NBA 2K, c'est le vrai jeu de basket. Sinon, après, en dehors du sport, je recommande tous les jeux liés à de l'histoire. Donc, les Assassin's Creed, les Call of Duty. Faites attention aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, pour les Call of Duty. Des fois, c'est très subjectif. Mais bon, vous avez kiffé le jeu quand même. Hein. Après, il y a les Uncharted aussi. Je sais pas si je l'ai dit, non ? Ouais, il y a Uncharted. Ça n'a rien à voir, c'est juste quête d'aventure. Enfin, t'es Nathan Drake pendant... Il y en a 5 qui sont sortis, voilà. Sinon, après, les jeux, moi, en vrai, je joue pas trop à des jeux sur téléphone ou sur PC, donc je vais m'arrêter là. Alors moi, un jeu que je conseillerais, c'est Battlefield, la campagne. Tous les Battlefield, ils sont incroyables. Ensuite, il y a des jeux sur PC comme Minecraft, des choses comme ça, où là aussi, c'était totalement libre. Ok, bah merci à vous, j'espère que ça vous a plu. On a pu partager un peu nos points de vue, nos opinions. Toutes les recommandations seront du coup dans la description du podcast.